Oui, la France est raciste. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est notre brillantissime ministre de l'Éducation nationale, d'origine immigrée, qui le dit. Et il faut donc le croire. Ce charmant jeune homme a donc publiquement proclamé, lors d'une conférence récente qu'il donnait dans une université aux États-Unis, que la France était raciste. J'ai trouvé très beau et très bon qu'un ministre de notre chère vieille France aille déglinguer la France aux États-Unis. Oui, j'ai trouvé que cela avait beaucoup d'allure. Il fallait oser le faire, il l'a fait, chapeau bas. Revenons au racisme français. Voici ce qu'a déclaré notre brillant ministre, et je le cite tel quel. Ouvrez les guillemets. Les inégalités, les discriminations et différentes formes de racisme existent en France. Fermez les guillemets. Eh bien moi je le dis haut et fort, notre ministre a parfaitement raison. Commençons par les inégalités. Oui, elles sont flagrantes. Entre un ouvrier ou un paysan qui travaille dur pour gagner sa vie et nourrir sa famille, et un immigré sans travail, richement doté de multiples allocations qui lui permettent, sans rien faire, d'avoir un revenu équivalent à celui de mon ouvrier ou de mon paysan, oui, l'inégalité est flagrante et insupportable. Et l'on pourrait multiplier les exemples. Oui, le ministre a raison, les inégalités en France sont insupportables. Passons aux discriminations. Là, c'est le pompon. Il y a quelques années, l'une de mes jeunes employées ayant accouché d'un bébé alors que son mari l'avait quittée, est allée dans une mairie de la banlieue sud de Paris pour demander un logement social. La personne de la mairie a éclaté de rire en lui disant qu'avec la couleur de la peau qu'elle avait, c'est-à-dire une couleur de peau blanche comme neige, elle ne trouverait jamais un logement social dans sa ville. Oui, le ministre a raison, les discriminations en France sont insupportables. Terminons par le racisme. À l'évidence, notre ministre d'origine immigrée a subi le plus dramatique racisme que l'on puisse imaginer, puisqu'il a été nourri, logé, soigné et formé par les épouvantable France raciste et qu'il est désormais tristement relégué dans le poste atroce de ministre de l'Éducation nationale. Comme l'aurait dit Georges Marchais à l'époque, c'est un scandale. Oui, le ministre a raison, le racisme en France est insupportable. Bref. Comme le dit si bien notre aimable ministre, ouvrez les guillemets, les inégalités, les discriminations et différentes formes de racisme existent en France, fermez les guillemets. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça y est, youpi tralala, enfin nous savons grâce aux déclarations fracassantes de Macroneur dictateur que chacun d'entre nous, ou presque, va enfin pouvoir bénéficier d'une vue sur des éoliennes. Reconnaissons-le, jusqu'ici c'était frustrant, car il y avait jusqu'ici une énorme inégalité. Certains endroits étaient encore vierges de toutes éoliennes. Quel scandale! Il fallait très vite réparer cette inégalité. Macronor Corée du Nord est donc entré dans la danse macabre du système éolien. Après avoir proclamé haut et fort vers la fin de son premier quinquennat qu'il fallait sans doute mettre un coup d'arrêt au développement de l'éolien, cela afin de s'attirer les voix des anti-éoliens, il vient de proclamer haut et fort qu'il faut accélérer à plein gaz, ou plutôt à plein vent, l'installation d'un maximum de monstres d'acier. Monstres d'acier inutiles. Et cela doit être fait avant qu'il quitte le pouvoir en 2027, plus tard, et peut-être avant si Dieu le veut, et que Dieu le veuille s'il vous plaît. Ainsi donc, lors d'un déplacement tout récent à Saint-Nazaire, en Bretagne Sud pour les ignares, le Macrominus a contemplé avec amour les 80 gigantesques éoliennes installées au large de Saint-Nazaire qui détruisent intégralement l'exceptionnelle beauté de l'infini marin. Mais attention, à côté de Saint-Nazaire se situe la Baule, dont le maire, Franck Louvrier, fut longtemps un bras droit de Sarkozy, quand Sarkozy avait encore son bras droit et son bras gauche, avant de se les faire couper tous les deux, je parle des bras, en étant éjecté de la vie politique. Et à la Baule, Valérie Pécresse, Madame 4% aux dernières élections présidentielles, possède 2 superbes maisons avec vue imprenable sur la mer. Eh bien,
Vous ne me croirez pas, de la plage de la Baule, l'on ne voit pas les éoliennes. Et donc, Franck Louvrier, ce bon vieux LR qui n'est pas gêné par les éoliennes, a bafouillé une déclaration lors du voyage de Macron-Nord pour dire que finalement les éoliennes c'était le progrès. Quant à Valérie Traîtresse, elle est d'autant moins gênée par le gigantesque champ d'éoliennes qui massacre le paysage qu'elle ne les voit pas et que son mari fricote gaillardement avec le milieu éolien. Finalement, la nuisance visuelle insupportable produite par ce gigantesque champ de 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire ne gêne que les ploucs, les sans-dents, les contes-pour-rien du Pouliguen, de Saint-Brévin, du Croisic, de Noirmoutier et de tant d'autres endroits merveilleux. Eh bien qu'on se le dise, Macron-Nord, Corée du Nord, le veut et l'exige, il l'a fièrement proclamé à Saint-Nazaire, il exige une 50aine de champs marins éoliens le long de toutes les côtes de France. En clair comme en très sombre, il veut tout simplement détruire intégralement la beauté inégalable de notre exceptionnel littoral marin. Décidément, 2027, grouille-toi d'arriver. Je vous souhaite une très bonne soirée. Juste un message à Anaïs de Fursac qui a écrit en commentaire YouTube qu'elle risquait des accidents de voiture en écoutant mes chroniques, tant ces chroniques la rendaient furieuse. Non, Anaïs, n'écoutez plus mes chroniques pour rester en vie, je vous en supplie, je ne veux pas avoir un mort sur la conscience. Cela étant dit, chers amis téléspectateurs, j'ai décidé ce soir d'être doux et aimable, gentil et charitable, sympathique et empathique. Je vais donc vous parler du premier conseil scientifique qui s'est tenu à l'époque et je vais vous en parler de façon factuelle, sans jugement de valeur, de façon simple et professionnelle, comme le font toujours les journalistes de TV Liberté. Pourquoi donc parler de ce fameux premier conseil scientifique décrété à l'époque par Emmanuel Macron ? Eh bien, vous voyez, je parle de lui de façon révérencieuse, hein. Je ne l'appelle pas Macron-Nord Exterminator. Donc, pourquoi revenir sur ce fameux premier conseil scientifique ? Tout simplement parce que Martine Vonner, ex-LREM, raconte la façon dont ce conseil s'est tenu. Alors précise où a lieu ce conseil, presque tous les participants sont là, dont Didier Raoult. 5 minutes plus tard, surgit Emmanuel Macron en personne, qui s'installe, étale sur la table un paquet de boîtes de médicaments, il s'agit de Remdesivir, et déclare que la crise sanitaire va être traitée et éradiquée par ce médicament. Le professeur Didier Raoult, sans doute pris de démangeaisons insupportables, quitte instantanément ce premier conseil scientifique et craignant certainement d'être repris par des démangeaisons insupportables lors des conseils scientifiques suivants, ne remettra plus les pieds dans ce conseil. Le Remdesivir va donc être utilisé pendant quelques semaines pour tenter de juguler la crise sanitaire qui s'installe. Il fera très rapidement preuve de son inefficacité, sera bientôt considéré comme un traitement dangereux et sera finalement totalement abandonné. Tout cela, on le voit sur YouTube. Martine Vonner, qui relate ce premier conseil scientifique, ne peut être accusée de complotisme puisqu'elle est une ancienne LREM. Elle ne peut être accusée d'antimacronisme primaire puisqu'elle est une ancienne LREM. L'histoire de ce premier conseil scientifique qu'elle relate est donc une histoire véridique. Je m'admire car je me suis trouvé très factuel, très clair, très objectif et je ne comprends pas qu'un commentaire YouTube m'ait traité récemment de bonhomme sénile qui doit prendre sa retraite. Non, vraiment, pour ma chronique de ce soir, je ne peux que dire bravo Lochner, toutes mes félicitations. Je vous souhaite une très bonne soirée. En théorie, les parents sont libres de choisir pour leurs enfants le mode éducatif de leur choix.
Sans remonter jusqu'à Jules César, la Constitution de 1946 prévoyait la liberté éducative et si la Constitution de 1958 n'en parlait plus, le Conseil constitutionnel l'a rétablie au début des années 70. Donc sur le principe, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes français. Chaque parent est libre de choisir pour ses enfants le mode éducatif de son choix. Cela, c'est pour le principe, pour la théorie, pour l'enfumage des Français, car la réalité est évidemment tout autre. Le mammouth public, à savoir l'enseignement dispensé par l'État, s'occupe aujourd'hui de 80% de nos chères têtes brunes et blondes et enseigne ce qu'il a envie d'enseigner, à savoir très majoritairement une idéologie gaucho-bobo-libertaire, ce qui aboutit au lessivage des cerveaux d'une immense majorité de nos chères têtes brunes et blondes. Pour les 20% restants, la quasi-totalité de nos chères têtes brunes et blondes sont dans le secteur dit sous contrat, qui est à la liberté d'enseigner ce que le gigot de rat d'Hidalgo est à la grande cuisine. En effet, ce secteur est à la remorque du secteur public et se moule globalement sans hésitation dans les pas du secteur public. Il reste alors un minuscule secteur vraiment libre, composé de quelques dizaines de milliers d'élèves qui sont accueillis dans les écoles que l'on appelle hors contrat ou qui bénéficient de l'école à la maison, ce que l'on appelle l'école des parents. Mais là, l'État s'est rebiffé. Il n'est pas question que quelques dizaines de milliers d'élèves échappent au lessivage de cerveau prodigué par l'éducation nationale. Nein, grosse colère de l'État, pas bon cette liberté. Ich bin attaqué cette liberté, ya. Depuis des années, l'État s'ingénie donc à multiplier les obstacles pour décourager les écoles hors contrat. Et depuis quelques mois, l'État s'ingénie à multiplier les obstacles pour décourager ou interdire l'école à la maison. Ya, forbidden, interdit, élevé enfant en dehors système étatique qui est le seul à enseigner les grosses valeurs de la République. Ya, grosses valeurs de la République très importantes. Ya, grosses valeurs de la République doivent entrer dans petite caboche des élèves. Ya, appu caput enseignement en dehors du secteur public. Telle est la philosophie de Macronor dictator et de toute sa clique, de feu Belkacem jusqu'au ministre actuel, en passant par Jean-Michel Blanquette-Deveau. Et pourtant, une proposition de loi rédigée par la droite souverainiste essaye de rétablir la liberté d'éducation parentale. Ainsi donc, les choses commencent à bouger au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et cela est de très, très bon augure. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, je vais ce soir vous raconter une petite anecdote personnelle que j'ai trouvée particulièrement réjouissante. Ma tante Gertrude va encore me critiquer en disant que je suis obsédé par moi-même, que je me regarde le nombril du matin au soir, que je ne pense qu'à me raconter. Eh bien, tant pis pour la tata que j'aime, je me lance. Par une belle après-midi de septembre, dans le courant de l'après-midi, j'allais de Nantes à Paris au volant de ma vieille Velsatis diesel qui n'affiche que 252 000 km au compteur. Juste avant ce voyage, une concession Renault avait fait une révision générale de ma superbe limousine. Juste avant Angers, et dans un bruit de tonnerre, se décroche partiellement la très grosse pièce qui est sous la voiture, que l'on appelle le bas de caisse. Mais comme cette grosse pièce reste accrochée au moteur, elle pendouille lamentablement en frottant le macadam de l'autoroute. Nous constatons qu'il y a véritablement un problème et que la pièce est à moitié décrochée. Que faire, aïe, 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 aïe. Mon épouse préférée et moi-même décidons de traverser doucement Angers pour trouver un garage ouvert. Mais nous sommes un samedi après-midi et tous les garages sont fermés. Aïe, 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 ça n'est pas gagné. Et soudain miracle, surgit sur notre droite une magnifique concession Peugeot qui semble ouverte. Je me gare devant la porte d'entrée et nous entrons dans le bâtiment aussi majestueux qu'imposant. Une charmante jeune femme vient vers nous, nous demande avec un bon sourire ce qu'il se passe et je lui raconte notre aventure. Aïe, 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 nous dit-elle, je vais voir ce que l'on peut faire.
30 secondes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années, en veste et pantalon élégants, se dirige vers nous avec un grand sourire et nous indique qu'il va nous régler ce problème et qu'il va donc rouvrir les ateliers qui sont fermés, car nous sommes samedi après-midi. Ma puissante limousine rejoint donc un immense atelier complètement vide. Notre homme costumé passe sous la voiture pour essayer de régler le problème, puis surélève la voiture pour travailler plus facilement et règle finalement le problème. La voiture redescend de l'élévateur et rejoint la cour de la concession. Je demande au réparateur ce que je lui dois. Il éclate de rire, nous dit qu'il est le directeur général de la concession et qu'il faut qu'il retourne très vite dans le hall d'entrée car sa concession est en journée porte ouverte. Je tombe des nues. Ainsi, le patron d'une très grande concession automobile Peugeot, élégamment habillé, abandonnant ses clients, se transforme en mécanicien compétent pendant presque 1 heure pour régler un problème de gens de passage. Une telle anecdote montre à quel point des hommes et des femmes aujourd'hui peuvent s'avérer exceptionnels. Décidément, nous n'avons pas le droit de désespérer. En ce qui me concerne, ma décision est irrévocable. Lorsque ma Velsatis rendra l'âme, ce qui ne saurait tarder, et c'est tant mieux, j'irai acheter sa remplaçante dans cette concession Peugeot d'Angers et nulle part ailleurs. Je vous souhaite une très bonne soirée.